5 août 1960, il y a 61 ans, la Haute-Volta accédait à l'indépendance, un acquis arraché de haute lutte par les dévanciers pour une Haute-Volta devenue plus tard Burkina Faso. Date historique et mémorable dans la marche vers la souveraineté. Retour ce soir sur un pan de l'histoire du Burkina en ouverture d'édition. Du bronze aux allures d'or pour un jour historique à double titre, Hugues Fabrice Zango entre dans l'histoire des Jeux Olympiques et avec lui le Burkina. Première médaille au concours du triple saut, en deçà peut-être des attentes, mais bonne à prendre pour un début. Le Titanien a retenti à Tokyo au petit matin. Vous verrez l'émotion dans la famille Zango dans quelques minutes. Faut-il une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 aux populations vulnérables? L'OMS pour l'instant prône le moratoire de 8 semaines et plus d'équité dans l'administration. L'organisation entend ainsi permettre à au moins 10% de la population mondiale d'avoir accès aux premières doses sans creuser l'écart. Et voici déclinés les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Cette nouvelle a tombé comme une douche froide en ce jour. Il s'agit d'une attaque perpétrée par des groupes armés terroristes ce 4 août, vers 12h dans les villages de Dambam, Goudba et Tokabangu, à un peu plus d'une dizaine de kilomètres de Marcoy, proche de la frontière du Niger. 11 civils ont été abattus, du bétail emporté et des concessions brûlées. Alerté, une unité du détachement militaire de Marcoy avec des volontaires pour la défense de la patrie a été immédiatement déployée pour sécuriser les dites populations. Au cours des opérations, l'unité a été prise à partie vers 16h dans les environs du village de Tokabangu. Le bilan de cette attaque est de 15 militaires et 4 volontaires décédés et un militaire blessé, plus d'une dizaine de terroristes neutralisés. La zone est actuellement sous contrôle des unités militaires et la contre-offensive pour retrouver les assaillants se poursuit avec des moyens aériens et terrestres. Le ministre délégué auprès du président du Faso, chargé de la défense nationale et des anciens combattants, présente ses sincères condoléances aux familles éplorées, à l'ensemble des frères d'armes, au vaillant peuple burkinabé et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. C'était donc un communiqué de presse du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Et l'on apprend à la présidence qu'une compatriote sera le prochain administrateur directeur général d'Ecobank Burkina. Une information qui ne précise toutefois pas le nom qui sera divulgué ce 6 août. C'est ce que promet le président du conseil d'administration qui était en audience avec le chef de l'État, l'ancien directeur général de la banque, étant appelé à d'autres fonctions, Gérard Somé et Moumouni Issoubeiga. À Kosiam, le président du conseil d'administration d'Ecobank Burkina vient annoncer au président du Faso un changement à la tête de la banque panafricaine. Selon le PCA d'Ecobank, le futur patron de l'institution au Burkina sera une Burkinabé. Tout d'abord, pour lui souhaiter une bonne fête de l'indépendance. Ensuite, lui traduit tous nos remerciements renouvelés pour l'accompagnement qu'il a toujours apporté non seulement au groupe, mais également à sa filiale du Burkina. Nous avons ensuite informé du départ de l'actuel directeur général qui a appelé à d'autres fonctions au sein du groupe. Il va notamment à Paris pour assurer la direction générale de la filiale de Paris. Ensuite, nous avons informé son Excellence que le processus de recrutement de nouveaux directeurs est à son terme. Et à cet effet, nous avons retenu une dame de nationalité burkinabé pour assurer la relève. Le nom du futur administrateur directeur général sera dévoilé demain 6 août selon Amadou Sangaré. Comme toutes les institutions financières, Ecobank fait face aux difficultés liées au Covid-19 et à l'insécurité, affirme le PCA d'Ecobank. Il dit avoir sollicité les conseils auprès du président du Faso pour mener à bien les missions de l'institution, à savoir le financement de l'économie burkinabé. Le rappel historique de ce jour, c'est bien sûr la commémoration de l'accession à l'indépendance de la Haute-Volta. Il y a 61 ans, jour pour jour, Maurice Yamego, premier président, proclamait l'indépendance du pays qui deviendra plus tard le Burkina Faso. Une proclamation symbole d'une indépendance arrachée de haute lutte par les dévanciers. Le cours d'histoire de ce 20h est dispensé par Sékou Zongo. Aujourd'hui,
5 août 1960 à 0h, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. C'est la fin d'un siècle d'administration coloniale, de domination française et d'emprise étrangère sur les ressources naturelles et humaines de l'ancienne Haute-Volta, devenue, depuis le 4 août 1984, Burkina Faso. Ce 5 août 1960, la Haute-Volta accède ainsi à la souveraineté nationale et internationale. Les masses laborieuses sont restées éveillées pour être témoins du discours historique prononcé par Maurice Yameogo. La donne vient de changer et les voltaïques sont désormais maîtres de leur destin. L'instant est unique, c'est la liesse populaire. Que de chemins parcourus, jalonnés d'embûches, que d'efforts fournis, de sueur et de sang coulé, la marche vers l'indépendance n'a pas été un long fleuve tranquille. Entre la constitution de la Haute-Volta en 1919, sa dislocation en 1932, sa reconstitution en 1947 du fait d'un combat national appuyé par le Mogonaba Kom II et la proclamation de la République le 11 décembre 1958, que de péripéties. Aujourd'hui, 5 août 2021, marque le 61e anniversaire de l'acte de naissance du Burkina Faso, ex-Haute-Volta. Une journée de souvenirs et d'hommage au père fondateur, mais aussi une journée de réflexion sur les défis actuels du pays. Désormais actée également pour l'histoire, la première médaille du Burkina aux Jeux Olympiques. Du bronze au goût de l'or pour Hugues Fabrice Zongo à l'épreuve du triple saut depuis 1972 et sa première participation au JO. Jamais le Burkina n'avait obtenu de médaille. Une troisième place qui permet également à l'athlète de devenir le premier Africain chez les hommes à accéder au podium des Jeux Olympiques. 17,47 m, de quoi faire veiller tout un pays et sa famille. Ambiance d'une soirée de suspense avec Aras Manezundi et Alex Zagri. Une médaille de bronze au goût de l'or pour Hugues Fabrice Zango et le Burkina Faso. Un saut de 17,47 m qui envoie le pays des hommes intègres au festin des médaillés des Olympiades de Tokyo. Comme vous voyez, la performance n'était pas au rendez-vous, mais n'empêche que j'ai dû me battre et sortir vraiment de ma zone de confort pour pouvoir aller décrocher cette médaille-là. Qui est la première médaille du Burkina. Donc je suis quand même content à ce niveau-là que le peuple burkinabé puisse avoir enfin sa première médaille, chose promise, chose due. J'aurais aimé la plus belle des couleurs de médaille, mais malheureusement c'est le bronze qu'on a eu cette fois-ci. Il est 2h-5 dans la famille Zango. Loin des yeux mais près du cœur, personne ne voulait se faire compter cette phase de l'histoire. De la qualification à la troisième place, le chemin fut long pour l'étalon. Crispé comme lors des qualifications, Hugues Fabrice Zango fait une entrée difficile avec un premier saut de 15,91 m. La nouvelle est très mal ressentie. Sur les visages, la pression monte d'un cran. Au deuxième essai, l'athlète fait une progression avec un bond à 16,83 m. À ces instants, le porte-drapeau burkinabé est 9e et non qualifié pour l'étape suivante. Très bien. Merci. Dos au mur et dans un sursaut d'orgueil, Fabrice redonne l'espoir au peuple burkinabé. Il récupère la deuxième place en réalisant un bond à 17,47 m. Il ne fera pas mieux pour la suite et même se fera chipper la deuxième place au cinquième essai par le Chinois Yam Yingzhou avec une marque à 17,57 m. Cette pression que nous avions et les premiers sauts ne nous ont pas convaincus et on était vraiment inquiets pour le troisième saut. Et Dieu merci, le saut a été, en tout cas nous a valu cette médaille de bronze
pour une première fois que le Burkina Faso a une médaille olympique. Je suis ému, je n'ai pas vraiment le mot. Vous voyez ma sueur, on a eu peur, on a stressé, on a eu foi, on a cru jusqu'au bout et Dieu merci, il a réussi à le faire. Vraiment, on est fiers de lui. Il va recevoir l'accueil qu'il mérite. Nous allons le remotiver et il fera encore mieux les prochaines fois. Le Burkina Faso termine donc 3e du podium avec la médaille de bronze dans le concours du triple saut. Le recordman du monde en salle n'a jamais pu rivaliser avec le Portugais Pedro Pichardo, qui repart avec la médaille d'or après une performance de 17,98 m. Et ce 5 août également a marqué la finale de la Supercoupe HISB, l'association des journalistes sportifs du Burkina. Un trophée remporté par l'AS Sonabel au détriment de la Sfayenenga, 2-1. Une ouverture de score signée Nicolas Kofi Dayon à la 65e minute en faveur de la Sfayenenga. Baisse de tension à la 85e minute. Les électriciens reviennent à la charge grâce à Hippolyte Sani sur une superbe ouverture de Stéphane Bandé. Quelques minutes plus tard, Ibrahim Koné offre la victoire à l'AS Sonabel sur une très belle frappe. 2-1, la Sfayenenga se console avec une enveloppe de 2 millions, 3 millions pour l'AS Sonabel en plus du trophée. Voilà, donc vous aurez le développement de toutes ces actualités dans vos rendez-vous sportifs. Geste de solidarité et d'accompagnement dans l'épreuve, celui du CDP aux blessés de guerre des FDS. Ils sont hospitalisés au camp Sangoulé-Lamizana. Les députés ont apporté une contribution financière pour soutenir la prise en charge des patients, non sans prodiguer des encouragements au corps médical. Issa Kafando et Oloboda. Clinique militaire camp du général Aboubakar Sangoulé-Lamizana. Ce 5 août, une délégation de députés du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, rend visite aux volontaires pour la défense de la patrie et les agents des forces de défense et de sécurité blessés au front. Conduite par Edi Komboigo, président du parti, elle vient exprimer sa solidarité et son soutien à ces blessés toujours en hospitalisation. Une enveloppe financière dont le contenu n'a pas été dévoilé est remise pour soutenir la prise en charge des blessés. Il a plu à l'ensemble des députés du CDP. Après autorisation du bureau exécutif national et du bureau politique national de cotiser et de venir apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité et aux VDP blessés de cette guerre. C'est une modique contribution. Et leur dire que nous sommes de cœur avec eux et que nous souhaitons que la paix revienne. Plus de 200 blessés ont été admis dans cet établissement sanitaire depuis le début de la crise sécuritaire. Les députés CDP ont mis à profit cette visite pour féliciter l'équipe médicale pour le travail abattu. Je voudrais, au nom des députés, vous féliciter et vous encourager, à vous et à l'ensemble du personnel. Ces personnes blessées, nous en avons trouvé psychologiquement, physiquement, parfois des amputations, ça fait saigner le cœur. Mais un geste de solidarité, ils en ont besoin. Et que l'ensemble des députés en fassent autant. Que le peuple burkinabé, les opérateurs économiques, tous ceux qui peuvent apporter leur soutien à l'ensemble de ces blessés le fassent, aux forces de défense et de sécurité, au VDP. Au-delà de ces blessés, les députés CDP expriment leur solidarité à l'ensemble des forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain et leur compassion aux familles des soldats tombés en ce jour anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. À l'Académie de police, ce sont les meilleurs qui sont célébrés à la faveur d'une nuit dite de l'excellence. Une deuxième édition qui a encore permis de mettre en lumière les meilleurs élèves policiers et les formateurs par des prix et des attestations. La 5e promotion sortante, forte de 110 officiers, a pour l'occasion reçu ses parchemins. Rasmane Zoundi et Amadou Marcelto pour l'immortalisation. Des diplômes pour les commissaires
et des brevets pour les officiers de police. L'Académie de police célèbre l'excellence pour la 2e fois. Tous de la 5e promotion baptisée Unité par le président du Faso, le mérite des meilleurs de la promotion est par ailleurs reconnu. Quelles que soient les responsabilités, et là où on se retrouve, faisons bien le travail qui nous est confié. Et je pense que même s'il n'y a pas de résultats pour classer, pour décerner à ceux qui s'illustrent, la nature fera en tout cas le reste. Parce que la population elle-même, à partir de sa satisfaction, sera un moyen pour noter toutes nos actions que nous mènerons sur le terrain. Des prix et des attestations pour les former, mais également pour le personnel de l'école et de l'encadrement. Certains pour leur exemplarité et d'autres pour leur dévouement aux activités pédagogiques et pratiques, faisant de cette promotion l'une des plus attendues sur le terrain. Il est évident que après avoir eu la caution de toutes ces personnalités qui accompagnent la promotion, il va de soi qu'ils iront sur le terrain. Nous sommes dans un contexte difficile. Nous leur adressons tous nos encouragements, mais qu'ils ne perdent pas de vue l'intérêt supérieur de la nation et qu'ils se donnent et qu'ils soient assurés de tous les accompagnements que nous pourrons leur apporter. Forte de 110 cadres de la police du Burkina, cette promotion unité 5e de l'Académie a effectué sa sortie officielle le 27 juillet dernier. Dans l'actualité également, le barrage de Niango dans la localité de Poix qui accroît sa capacité de stockage au grand bonheur de la région du centre-ouest. Le gouvernement, grâce à l'appui de la coopération indienne et du programme des Nations Unies pour le développement, a lancé le projet le 3 août dernier. Sa réalisation est estimée à plus d'1,5 milliard de nos francs. Vincent Kenrobego pour le commentaire. Voici lancés les travaux de construction du barrage de Niango dans la commune rurale de Poix. L'infrastructure hydraulique va permettre l'aménagement de 5 hectares de terres agricoles extensibles sur 40 hectares. D'une capacité de plus de 580 000 mètres cubes d'eau, la réalisation de ce barrage s'effectue dans le cadre du programme d'amélioration des moyens d'existence durable en milieu rural, le PAMED. Nous allons veiller particulièrement à travers les principaux acteurs pour que nous puissions avoir ici à Niango un barrage d'une belle facture. C'est toute l'économie locale qui va se voir développer et c'est aussi au-delà de la commune, toute la région donc, du centre-ouest qui va bénéficier de cet ouvrage. D'un coût global de plus d'1 milliard de francs CFA, le barrage de Niango est financé à 20% par le gouvernement burkinabé et à 80% par les partenaires que sont l'Inde et le PNUD. Je suis très satisfait de pouvoir travailler en collaboration avec le gouvernement de l'Inde, à qui j'exprime toute ma gratitude de pouvoir contribuer avec nous à soutenir le gouvernement dans un cadre d'un partenariat sud-sud, mais également dans un cadre d'un partenariat triangulaire qui unit le gouvernement du Burkina Faso, le gouvernement de l'Inde et le programme des Nations Unies pour le développement. Le lancement des travaux s'est soldé par une activité de reboisement au nom de la lutte contre la sécheresse et la désertification. Solidarité matérialisée également pour le ministère de l'Action humanitaire et l'ambassade de France. Une signature de convention pour un appui à la protection des personnes déplacées internes et des populations hautes vulnérables au Burkina. C'était le 3 août dernier et le compte-rendu est signé Bernard Koumbelem et Oumou Sissi. Ces signatures valent plus de 348 millions de francs CFA. Une enveloppe qui vient renforcer les capacités du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR dans la protection des personnes déplacées internes et des populations hautes vulnérables. Aider le ministère qu'elle dirige et plus particulièrement la CONASUR à améliorer, accélérer la délivrance, l'inscription sur les listes, le recensement des personnes déplacées internes. Et on sait tous qu'il y a des problèmes d'inscription sur des listes effectivement du CONASUR, et ce qu'on a voulu c'est apporter un appui matériel, technique, financier
au CONASUR pour pouvoir lui permettre de mieux faire ce travail et d'accélérer le process qui permet effectivement aux personnes déplacées internes d'être inscrites sur les listes et ensuite d'avoir droit à une aide humanitaire. Cette signature de convention s'inscrit dans la perspective du gouvernement d'apporter des réponses à l'enregistrement et à la documentation des personnes déplacées internes et leur protection. Nous, avec cet argent, nous pourrons enregistrer ces populations pour les identifier, savoir d'où ils viennent et où ils vont pour mieux les accompagner dans leur résilience. Ça veut dire que si nous avons ces personnes enregistrées, nous pourrons les accompagner soit à repartir dans les zones d'origine ou soit à identifier une zone où ils pourront rester plus sédentaires et plus résilients. Le projet en cours depuis 6 mois et mis en œuvre par le gouvernement burkinabé est exécuté dans 3 régions, à savoir le centre-nord, l'Est et le Sahel. Éviter les situations de crise humanitaire passe par la fin de l'extrémisme violent. Voix de paix est un projet qui s'y attelle et ce depuis 5 années. Il est mis en œuvre dans les régions du Sahel, du Nord et du Centre. Durant 48 heures, les parties prenantes se sont donné rendez-vous à Waiguya pour faire un bilan à 2 mois de la fin du projet. Détail avec Boukari Ouedraogo et Karim Bikenga. C'est un directeur pays de École Access Burkina à l'aise dans la conduite des échanges sur les résultats de Voix de paix. Un projet exécuté par son organisation pendant 5 ans. 5 ans à lutter contre l'extrémisme violent et au bilan, les bénéficiaires s'en félicitent. Je prends l'exemple sur 2 personnes qui ont le même terrain de leur papa. Bon, ils voulaient faire bagarre à cause de ça. Il y a un qui réclame la totalité des terrains et l'autre il réclame 3 tiers. Mais lorsque on a fait une approche, il est rappelé des formations qu'ils ont suivies à Goram avec nous au retour de Dori. Tout de suite, ils ont compris les nécessités d'aller en paix. On est à la radio Voix du Lorum. Nous avons la radio La Voix du Lorum. Entre-temps, son émetteur est tombé en panne. Nous n'avions pas de solution et le projet Voix de paix a apporté un émetteur. Derrière la joie des résultats se cache pourtant un regret. La fin du projet en septembre prochain. Mais pour pérenniser les acquis, la direction du projet a anticipé. Elle a formé les acteurs à la poursuite de l'œuvre. Étant donné que c'est un projet de communication, nous avons créé autour des radios partenaires qui sont des institutions pérennes et un écosystème. C'est-à-dire nous avons mis autour de la radio des clubs d'écoute, des coalitions, des jeunes du TEPCamp, des femmes, le cadre de concertation. Donc autant d'acteurs que nous avons mis autour de la radio pour que la réflexion puisse se poursuivre, pour que les actions puissent se poursuivre. Le projet Voix de paix, mis en œuvre depuis 2018 au Burkina Faso, intervient dans les régions du Sahel, du Nord et du Centre. En plus du Burkina, le projet est également présent au Niger, au Mali, au Tchad et au Cameroun. Il est financé dans les 5 pays par l'USAID à plus de 14 milliards de francs CFA. Favoriser l'intégration et contribuer à l'autonomisation des femmes, voici la motivation du R20 Paris, qui est un réseau multi-acteurs. Il offre 200 machines à coudre au Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA au profit des femmes des 13 régions réunies en association. La remise de ce 4 roues avec Bernard Koumelem et Marguerite Douanou. 200 machines à coudre à la disposition des associations féminines des 13 régions du Burkina Faso. Le don est du réseau multi-acteurs R20 Paris qui s'inscrit dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes. Entamé depuis le début de la pandémie à Covid-19, son but est de soutenir les femmes et les autorités locales du Burkina Faso. La collecte a été donc organisée par le R20 Paris auprès de partenaires, essentiellement des entreprises privées françaises qui ont voulu soutenir la dynamique portée par le R20 Paris. Nous avons voulu jouer notre partition en tant qu'élus locaux, puisqu'avec la politique de proximité que nous menons en tant que maire, en tant que président de département, en tant que président de région, nous voyons la souffrance de nos mamans, la souffrance de nos sœurs, la souffrance de nos femmes qui se battent pour pouvoir avoir une certaine autonomie. Et avec la pandémie à coronavirus que nous avons connue depuis 2020, nous avons pensé qu'en leur offrant des machines à coudre, cela pourrait les aider à s'autonomiser. Après la Côte d'Ivoire, c'est au tour du Burkina de bénéficier de cette initiative saluée ici par les femmes. On avait perdu espoir
Mais voilà qu'on vient de recevoir ce magnifique cadeau aujourd'hui. Nous disons merci aux partenaires et nous leur garantissons un bon usage de ce matériel-là. Parce qu'on va utiliser d'abord pour la formation des autres membres. On va faire la formation en couture, on va produire les cache-nez avec pain traditionnel. Les donateurs annoncent la dotation d'autres pays de la sous-région en machines à coudre. C'est au total 400 machines à coudre qui sont offertes par le réseau R20 Paris depuis le lancement du projet d'autonomisation des femmes. Immersion à présent dans une école de boucherie en Côte d'Ivoire. Elle est initiée par le Fonds de développement et la formation professionnelle au profit des jeunes sans emploi, toute chose qui contribue à la réduction du taux de chômage. Une initiative qui attire d'ailleurs l'attention des premiers responsables du FAFPA au Burkina. Suivons plutôt ce reportage signé Rasmane Zoundi et Oumo Sissé. Dans cette grande enseigne d'Abidjan, ces apprentis bouchers sont en pleine pratique. Et sur les lieux, les responsables du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA Burkina Faso. Ils s'imprègnent du fonctionnement de la formation en boucherie de jeunes sans emploi, dénommée École Boucherie. Un cas école qui sera implémenté aussi au Burkina Faso. Nous avons déjà commencé à discuter pour voir comment le FAFPA peut en tout cas entreprendre des choses. Et comme nous avons l'assurance de l'accompagnement du FDFP, pour avoir donc la méthodologie, la démarche et surtout aussi donc de ce centre de formation qui est à l'intérieur de cette enseigne qui nous a rassuré qu'effectivement si nous avons besoin donc de leur appui, ils sont disponibles. Ce projet École Boucherie financé par le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP Côte d'Ivoire allie théorie et pratique. Dans la première période de 6 mois, on insiste beaucoup donc sur l'organisation du travail, sur l'hygiène corporelle, sur l'hygiène vestimentaire, et puis quelques bases et notions du métier, ficelage, observation, connaissance des animaux. Et après, on est sur une période de 12 mois où ça devient quand même beaucoup plus concret, où on est sur du désossage, sur de la coupe, sur du piéçage. Comment désosser, comment éplucher, c'est tellement merveilleux au fait. De rentrer au labo, au frigo avec la fraîcheur, tout ça, c'est quelque chose vraiment qui me passionne. Durant la deuxième phase de la formation, ces apprentis bouchers signent un contrat à durée déterminée de 12 mois avec la société initiatrice de la formation. Ce projet, en plus d'accroître le professionnalisme des bouchers de la société, permet à des jeunes sans emploi d'apprendre le métier de la boucherie. Faire du miel un produit compétitif sur le marché, surtout pour la région de l'Est, très grande productrice, c'est la mission que se donne l'ABNORM avec en toile de fond la vision de parvenir à une certification du miel en vue de son exportation. Les producteurs ont donc été conviés à un atelier de 48 heures les 2 et 3 août dernier. Le développement avec Justin Kendrebego et Jérôme Atendano. Avec plus de 500 tonnes de miel récoltées par an, les producteurs de la région de l'Est visent désormais le marché sous-régional et international. À travers cet atelier, l'Agence burkinabé de normalisation de la météorologie et de la qualité ABNORM vient leur donner les rudiments nécessaires pour séduire davantage les consommateurs. Avec les différentes quantités qui sont produites, il serait bon que toute cette quantité soit de bonne qualité, raison pour laquelle on est venu renforcer leurs capacités afin d'améliorer davantage la qualité de leur miel. Les acteurs de la filière miel sont conscients des efforts à fournir pour être davantage compétitifs. C'est pourquoi ils se réjouissent de cet accompagnement de l'ABNORM. Nous garantissons que, en tout cas, nous avons la ferme volonté de pouvoir suivre ce qu'ils vont nous donner comme consigne. Et nous espérons en tout cas qu'au bout d'un an, on pourra avoir plusieurs coopératives de la région de l'Est qui seront certifiées par ABNORM. La norme nationale sur le miel est adoptée en 2017. L'ambition de l'ABNORM est de faire du miel burkinabé un produit concurrentiel sur le marché mondial.
C'est fait pour la commune de Nouna qui a désormais sa boutique témoin de la Sonagesse de la vente de céréales à prix social pour une zone qui accueille des milliers de déplacés internes. L'ouverture officielle est intervenue ce 3 août, comme nous le montrent Ida Nabadabiré et Karima Bikenga. Aminata Kone est la première cliente dans cette boutique témoin officiellement ouverte ici à Nouna. Elle vient de payer un sac de maïs de 50 kg à 6 000 francs CFA à prix subventionné par l'État. Un ouf de soulagement pour cette sexagénaire qui avait du mal à affronter cette période de soudure. Voir le sac de 50 kg à 6 000 francs, c'est vraiment un énorme soulagement pour nous. Ça va soulager beaucoup nos populations sur le plan alimentaire et surtout que les prix sont très abordables. Ce point de vente de céréales à prix subventionné vient s'ajouter à 5 autres dans la province de la Kossi. Une initiative du gouvernement burkinabé pour soutenir les personnes vulnérables. Nous sommes venus à Nouna aujourd'hui pour ouvrir officiellement et vérifier que les points de vente à prix subventionné des céréales fonctionnent et que la population vulnérable pourra acquérir en tout cas ces céréales à un prix subventionné de 6 000 francs CFA, le sac de 50 kg par habitant et par mois. On dénombre au total 19 boutiques témoins dans la Boukou du Mouhoun. Ces boutiques sont approvisionnées chaque 2 semaines avec 40 tonnes de céréales chacune, selon le directeur général de la Sonagesse. Hors de chez nous, et alors que beaucoup de pays ont déjà entamé ou annoncé une campagne de vaccination de la 3e dose pour les personnes âgées ou vulnérables contre le Covid-19, l'OMS, elle, souhaite un moratoire. Ce dernier devrait temporiser le rythme et permettre au monde d'atteindre au moins 10% des personnes vaccinées. Faut-il administrer une 3e dose de vaccin Covid-19 aux populations vulnérables ? Pas avant 8 semaines, demande l'Organisation mondiale de la santé. Un appel au moratoire lancé alors que l'Allemagne et Israël ont d'ores et déjà annoncé des campagnes pour les personnes âgées et populations vulnérables dont le système immunitaire ne produit parfois pas assez d'anticorps. En Hongrie, les 3e doses ont commencé à être administrées le 1er août et la France l'envisage aussi pour l'automne. Selon le patron de l'OMS, ce moratoire permettrait d'atteindre l'objectif qu'il avait fixé en mai, vacciner au moins 10% de la population de tous les pays du monde et ne pas creuser davantage le retard accusé par les pays pauvres. Une mise en garde lancée alors que le système COVAX n'a pas été en mesure de livrer suffisamment de vaccins aux pays pauvres. Selon l'OMS, 10 pays concentrent 75% des vaccins administrés. Dans les pays à faible revenu, 1% de la population seulement a reçu au moins une dose, contre plus de la moitié des habitants des pays à revenus élevés. Mais au vu des premières réactions, l'idée d'un moratoire sur les 3e doses de vaccin ne séduit pas vraiment. Si les États-Unis n'ont pas encore pris de décision à ce sujet, la Maison-Blanche estime avoir fait sa part et ne pas avoir besoin de choisir entre administrer une 3e dose et faire des dons à des pays pauvres. Nous avons annoncé hier que nous avions franchi une étape importante avec plus de 110 millions de vaccins offerts à d'autres pays du monde, soit plus que tous les autres donneurs réunis. Nous demandons à la communauté internationale de s'engager elle aussi. Nous pensons que nous pouvons faire les deux, administrer une 3e dose et faire des dons. Mais au sein de l'OMS, on s'interroge aussi sur l'utilité d'une 3e dose. La responsable des vaccins, Kate O'Brien, assure ne pas disposer d'éléments de preuve suffisants. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur la RTB et à demain Dieu voulant. Bonsoir.